Bien le bonjour et bienvenue sur Sciences de l'Occupe à quoi, un podcast bi-hebdomadaire créé par une étudiante de deuxième année en ergothérapie pour aborder et rendre plus accessibles les sciences de l'occupation, le monde de l'ergothérapie, mais aussi son vocabulaire. À travers l'écoute de ce podcast, vous allez découvrir ce que sont les 3 niveaux des sciences de l'occupation, le vocabulaire qui les compose, mais aussi avoir des exemples pour vous permettre d'encore mieux comprendre et vous familiariser avec tous ces concepts. Dans ce 3e épisode, je vais vous résumer et vous donner un aperçu du niveau 2 des sciences de l'occupation pour vous permettre de mieux le comprendre. Déjà, il permet d'anticiper les évolutions occupationnelles par leur analyse. Certaines notions en entraînent d'autres et elles sont majoritairement toutes plus ou moins liées. L'un des termes importants est utile pour la compréhension de d'autres termes et l'adaptation occupationnelle. Pour Kellhoffner, cela correspond au degré avec lequel les gens sont capables de se développer, de changer en réponse à des défis, ou sinon atteindre un état de bien-être grâce à ce qu'ils font. Autrement dit, c'est ce que nous faisons tous de manière plus ou moins volontaire et consciente, mais nous aurons d'autres opportunités pour le développer. Une autre notion importante est la transition occupationnelle. La notion est relativement simple à comprendre une fois que nous savons ce que sont les occupations, car une transition occupationnelle est un processus qui a lieu entre 2 changements au cours de notre vie. Nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons donc tous des transitions occupationnelles dans nos vies. Elles seront plus ou moins importantes, nous les vivrons plus ou moins bien selon l'élément déclencheur, qui nous sommes ou les conséquences, mais elles sont inévitables. En effet, selon Luc et Bigan, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, j'en suis désolée, c'est un processus qui fait suite à un événement occasionnant des changements de vie. Il implique une perte de rôle, de compétences, de métier, de routine, de relations, etc., de l'adaptation des comportements, des routines ou encore des environnements, et des changements dans l'identité d'un individu. Les auteurs Polatashko, puis Alder et Castro ont divisé les transitions occupationnelles en 3 types. Les transitions de type macro, qui sont les transitions dans les étapes de vie, comme le mariage, les études sup, la retraite. Les transitions de type méso, qui sont des transitions dans les occupations, comme le confinement. La transition entre une journée d'étudiante et une journée en tant que salarié. Les transitions de type micro, qui sont lorsqu'une personne arrête une occupation pour changer, et ce, dans un même contexte. Par exemple, lorsque je prépare mon repas pendant la rédaction d'un dossier, lorsque je vais travailler après une après-midi au scout. Pour Blair, il y a 4 types de transitions. Les transitions involontaires et imprévisibles, comme par exemple la naissance de mon petit frère. Les transitions volontaires mais imprévisibles, comme le fait de vouloir rentrer en école d'ergothérapie à Laval, car je ne savais pas vraiment si j'allais être acceptée. Les transitions involontaires mais prévisibles, comme la scolarisation, car c'est obligatoire, mais je pense sincèrement que j'aurais préféré rester chez la nourrice et ne pas avoir de leçons. Et enfin, les transitions volontaires et prévisibles, comme partir en voyage. Le but de l'ergothérapeute dans ce genre de moment est d'accompagner au mieux la personne dans ce processus pour qu'il soit le mieux vécu possible et ait le moins de conséquences négatives possibles. Selon l'origine de la transition et la manière dont elle est vécue, l'accompagnement ne sera pas le même. Il faudra toujours savoir comment la personne vit avec cette ou ces transitions, ses objectifs, ce qui l'affecte et pourquoi. Ensuite, notre travail sera, en rendant la personne la plus actrice possible du processus, de trouver des solutions pour atténuer la transition ou la vivre le mieux possible. De manière plus ou moins consciente, c'est ce que nous faisons tous et toutes lorsque nous avons vécu des transitions dans nos vies. Par exemple, lorsque je suis devenue étudiante à Laval, j'ai quitté le département où j'avais toujours grandi, toujours vécu, mes amis, mes habitudes. J'ai dû entretenir tout un appartement et non plus seulement ma chambre ou quelques pièces de la maison de temps en temps. Pour vivre au mieux cette transition, je me suis créé un environnement qui me faisait du bien, avec ma déco, mes photos ou même mes affaires. Je me suis faite de nouvelles amies, j'ai pris de nouvelles habitudes, j'ai découvert de nouveaux lieux, de nouvelles passions, et lorsque j'avais un petit coup de mou, je faisais des activités qui me plaisaient. Lorsqu'une transition occupationnelle est extrêmement brusque, pour certains auteurs, on peut même parler de rupture occupationnelle. Cette rupture entraîne un accompagnement très spécifique et l'un de nos objectifs est donc de pouvoir permettre à la personne de reprendre des occupations signifiantes, mais aussi et surtout des occupations significatives.
Pour cela, la phase de recueil d'informations initiales et d'évaluation qui a lieu dès le départ est extrêmement importante pour, d'une part, apprendre à connaître la personne, ses habitudes, ses environnements, ses occupations, ses rôles, etc. Mais aussi, d'autre part, pour créer une base solide de la relation thérapeutique avec un minimum de confiance. Car cela peut être des personnes avec une grande fragilité et une grande méfiance. Une fois que nous avons ces informations, nous allons pouvoir proposer des séances adaptées aux objectifs, aux besoins, aux capacités, mais aussi au maximum à ce que la personne aime et souhaite. Au fur et à mesure de la récupération, nous accompagnerons la personne à la reprise d'activités passées, mais aussi parfois nouvelles. Notre rôle peut aussi être, dans ce genre de moment, de faire remarquer à la personne tout le chemin parcouru depuis l'hospitalisation, en relevant des détails plus ou moins importants et visibles, comme se lever, couper sa viande seule, se raser, mais aussi marcher sans aide technique ni humaine, rentrer chez soi le temps d'une journée ou d'un week-end. La valorisation des progrès permet aux personnes de prendre du recul et d'avoir une vision plus lointaine sur leur parcours et sur le chemin qu'ils ont déjà parcouru, et leur redonner un nouveau souffle d'air frais pour continuer comme ils le font, même voire des fois encore plus envie de progresser. Au fur et à mesure de la prise en soin, la personne aura une vision plus positive d'elle et de ses capacités, et jouera un rôle très très important dans l'évolution. Le niveau évoque également les notions de justice et d'équilibre occupationnel qui sont étroitement liées l'une à l'autre. Ce sont des notions très vastes car il y a autant d'hommes avec un grand H que de profils occupationnels. Vous inquiétez pas, ça on va le revoir dans le prochain épisode. Et malgré le fait que nous devons tous être égaux, nous sommes toutes et tous différents car nous ne pensons pas tous de la même façon, nous ne réalisons pas les mêmes choses, de la même manière, dans le même contexte. Chacun est libre de penser et de réaliser les choses qu'il souhaite, de la manière qu'il souhaite et dans le contexte qu'il souhaite, etc., etc. Tout en respectant les lois qui l'encadrent, en tenant compte des autres, de la sécurité, de ce que cela engage, donc les responsabilités ou les conséquences positives, mais aussi et surtout négatives. Pour aborder ce terme, je suis désolée, je ne sais toujours pas comment exactement ça se prononce. Townsend et Wilcock ont défini 4 droits occupationnels. Le droit de vivre des occupations enrichissantes et qui font sens pour la personne ou pour un groupe. Le droit de participer à une gamme d'occupations contribuant à la santé et l'inclusion sociale. Le droit d'exercer son autonomie individuelle ou de population et son pouvoir d'agir à travers ses choix occupationnels. Et enfin, le droit de bénéficier de privilèges équitables pour une participation diversifiée aux occupations. Globalement, c'est l'équilibre. Naturellement et par définition, lorsque la justice occupationnelle n'est pas respectée, cela amène à de l'injustice occupationnelle, due à de la privation, comme quelqu'un en fauteuil qui ne peut pas aller voir le spectacle de son enfant parce qu'il est situé au 2e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, des conséquences sur la santé physique, mentale, mais aussi sociale, comme par exemple la dépression. Cela peut aussi être dû à de la marginalisation ou l'apartheid, ce qui est, selon Townsend, un refus intentionnel d'origine politique ou sociale de permettre l'accès à des activités signifiantes et significatives pour un individu ou un groupe d'individus. Par exemple, pour certains, c'est pris à l'heure lorsqu'ils sont en cours car la majorité du temps ce n'est pas accepté. Une autre cause est un déséquilibre occupationnel, c'est-à-dire trop ou au contraire pas suffisamment d'occupation. Par exemple, une personne avec une activité professionnelle extrêmement prenante ou, au contraire, une personne qui est au chômage. La dernière cause est l'aliénation. C'est pour, je suis désolée, je ne sais pas exactement la prononciation du nom, Agdorn, c'est un manque d'intérêt et de sens pour une occupation, mais pour laquelle elle ne voit pas comment faire pour changer la situation. Elle ne voit pas d'évolution possible. Pour accompagner au mieux les personnes dans cette situation, nous devons effectuer un travail de fond auprès du grand public, en collaboration avec les personnes concernées, ou tout du moins qui se sentent concernées par le sujet. À notre échelle, nous devons faire évoluer certaines représentations, certains comportements volontaires, ou pas forcément, mais qui sont néfastes pour les autres. Dans une approche plus restreinte, nous devons élargir nos champs des possibles en termes de propositions d'aménagement.
Nous avons un rôle dans la promotion et dans la prévention à la santé. Pour finir, lors de la prise en soin, les ergothérapeutes utilisent de nombreux outils. Parmi eux, il y a le récit de vie. C'est un outil et exercice qui est parfois difficile qu'on peut demander à faire à une personne que nous accompagnons. Il peut permettre de mettre en lumière des éléments qui semblent, d'un premier regard, tout à fait normaux, mais qui peuvent nous faire comprendre et expliquer certains attraits, certains comportements ou attitudes que la personne a. Par la suite, cette compréhension nous permet de mieux adapter et appréhender certains moments charnières de la prise en soin. Une transition, une rupture et même une adaptation occupationnelle n'est pas toujours un moment simple et agréable à vivre, et les comportements, les sentiments, les émotions ou encore les envies que cela crée peuvent être déstabilisantes pour nous comme pour les autres, et même incompréhensibles vues en surface. Le récit de vie peut également permettre à la personne de remarquer qu'il y a un long moment, elle a arrêté une ou des occupations qu'elle aimait mais qu'elle peut là ou les recommencer. D'autres moments identiques qui ont été vécus et surmontés sans difficulté peuvent aussi ressortir de cet exercice et ainsi servir de ressource. J'espère que j'ai été suffisamment claire et compréhensive, que cet épisode vous a permis d'apprendre de nouvelles choses ou vous a tout du moins aidé dans la compréhension. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans les prochains épisodes. Psst, et au fait, je vous laisse à chaque fois des résumés sous forme de carte mentale dans la description de chaque épisode. Bonne réflexion, bonne pratique.